Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Pour réussir dans la vie et en amour, mieux vaut avoir confiance en soi. Parce que sinon, on n'ose pas entreprendre, on n'ose pas s'engager. Or, la confiance en soi ne se décrète pas comme ça, mais, et c'est la bonne nouvelle du jour, mon invité Frédéric Fanget nous annonce que l'on peut gagner en confiance en soi, quel que soit son âge et quel que soit son déficit. Mais il faut s'en occuper, c'est ce que nous allons faire durant ces 2 heures. D'abord, il faut peut-être comprendre de quoi on parle, parce qu'on confond souvent confiance en soi et estime de soi, et on va faire la différence dans un instant. Vous verrez également que la confiance en soi dépend de 3 facteurs essentiels: la génétique, l'éducation et les événements de la vie, et c'est sans doute sur ce 3e point que l'on peut le plus agir. Et puis c'est vrai, dès la naissance, on le remarque, il y a certains bébés qui semblent oser beaucoup plus que d'autres. Enfin, il semblerait bien que les réseaux sociaux ne soient pas favorables pour améliorer notre confiance en soi, et c'est ce que va nous expliquer dans un instant Frédéric Fanget. Et puis si vous avez l'impression de manquer un peu de confiance en vous, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez témoigner, peut-être que c'est votre partenaire qui manque de confiance et que vous avez envie de l'aider, vous nous appelez au 0826 300 300. Frédéric Fanget, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes un psychiatre positif comme on les aime, Frédéric Fanget. Et alors, vous nous sortez cette bande dessinée aux éditions Les Arènes que vous avez coécrit avec Catherine Meyer et la dessinatrice, je suppose, Lynn Hachem ou Hakem, je ne sais pas comment on prononce. Désolé. Hachem, d'accord. Et la confiance en soi, croire en vous, point d'interrogation. Alors vraiment, sincèrement, c'est un livre pratique, drôle à lire. L'avantage de la bande dessinée, c'est vrai, c'est qu'on peut la laisser sur un coin dans le salon et tout le monde peut s'amuser à en lire quelques passages. Donc, alors première chose, oui, j'ai été assez surprise. Vous insistez, vous dites les réseaux sociaux, c'est pas bon pour la confiance en soi. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu le média le plus populaire, le plus utilisé. Oui, alors je suis un psychiatre positif qui vient à une émission positive, n'est-ce pas, Brigitte, d'abord? Absolument, absolument. Et avec des auditeurs positifs. Et avec des auditeurs positifs, et ceux qui ne le seront pas, on ne cherche pas à les faire positiver. Exactement. Oui, alors les réseaux sociaux, là c'est un peu un slogan. Disons que si nous n'avons comme relation avec les autres que les réseaux sociaux, ou essentiellement les réseaux sociaux, il faut qu'on parle de ces patients très timides, très réservés, qui manquent de confiance en eux, ou des patients qui souffrent de troubles de l'autisme aussi, qui ont des grandes difficultés parfois à établir des relations directes avec les autres et pour qui le réseau social est un refuge. Alors, dans ce cas-là, l'estime de soi ne peut pas être basée que sur nos amis, sur Facebook ou Insta, ou etc., ou TikTok. C'est-à-dire que je dis pas que c'est uniquement mauvais, je dis simplement que l'estime de soi qu'on va pouvoir développer à travers les retours des réseaux sociaux, c'est tout de même une estime de soi sur la face publique de nous-mêmes, sur ce qu'on va montrer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on est d'accord qu'on y met ce qu'on veut, on n'y met pas tout nous-mêmes. Tandis que quand on a une relation duel avec quelqu'un, en particulier dans une relation intime, l'autre va nous découvrir, il va découvrir la face cachée de qui nous sommes. C'est ça. Alors après, si les auditeurs ont beaucoup de relations dans leur vie et que de plus, ils utilisent les réseaux sociaux et que toute leur confiance en soi ne repose pas là-dessus, ok. J'ajoute quand même encore une chose, c'est que dans les retours que nous avons sur les réseaux sociaux, parce que moi, édition et presse oblige, j'ai bien été obligé de m'y mettre aussi, on a des retours parfois positifs et c'est vrai que c'est très gratifiant. Encore que le problème, c'est qu'on ne connaît pas toujours la personne qui nous fait un retour. Donc, que vaut un compliment de quelqu'un qui ne nous connaît pas, ou qui ne connaît qu'à travers une émission de radio, ou qu'à travers un livre, qui ne nous connaît pas personnellement, par rapport à un compliment de quelqu'un qui vit avec nous depuis 15 ans. C'est pas du tout le même poids. Et pareil sur les critiques, et je voudrais finir cette réponse avec ça, parce que moi, j'ai quand même eu dans ma clientèle des gens complètement déstabilisés par des agressions sur les réseaux sociaux, et l'actualité a fait part à plusieurs reprises récemment de ces cas de harcèlement scolaire par les réseaux sociaux qui peuvent conduire à des drames. Parce que les jeunes en particulier qui se mettent sur ces réseaux n'ont pas toujours les moyens
de remettre les choses à leur place, de prendre une distance par rapport à une critique, de se rendre compte que l'autre est violent envers eux alors qu'il ne les connaît pas, que ça ne veut pas dire qu'ils valent rien. Donc, disons que, je dirais pas qu'il y a du mauvais, mais je dirais qu'il faut, comme on vient de le faire, essayer de préciser les choses, de la bonne utilisation des réseaux sociaux pour la confiance en soi, et en tout cas, ils ne doivent pas remplacer les relations interhumaines qu'on doit approfondir et rendre les plus intimes possibles. Absolument, et ça, on ne cesse de le rappeler, on a besoin de se voir, de se toucher, de se parler, et pas uniquement par les réseaux sociaux. Alors, la confiance en soi, l'estime de soi, moi je trouve que c'est assez juste quand vous dites la confiance en soi, c'est par rapport à ce qu'on fait, l'estime de soi, c'est par rapport à ce qu'on est. Vous diriez quoi, vous ? Enfin, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu dans votre bande dessinée. Je dis ça et j'élabore aussi une pyramide à 3 étages avec en haut l'affirmation de soi, au milieu la confiance en soi et en bas l'estime de soi. Alors, l'affirmation de soi, c'est très simple, la définition, je viens d'ailleurs un peu d'en parler là à l'instant, avec la réponse sur les réseaux sociaux, c'est mes relations avec les autres. Est-ce que j'ai ma place parmi les autres? Ou est-ce que je n'ose pas prendre ma place parmi les autres? Ou est-ce qu'au contraire, je prends trop de place parmi les autres? Vous voyez, dans la bande dessinée, on a un monsieur qui ne prend pas sa place parmi les autres parce qu'il manque d'affirmation de soi. Et on a mis un peu exprès un autre monsieur, Ran, dans le nom de la bande dessinée, qui lui prend trop de place. Parce que trop affirmé, c'est un problème aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça, c'est pour l'affirmation de soi. La bonne affirmation de soi, c'est j'existe parmi les autres, mais les autres sont importants. Alors, j'insiste, dans cette période de mouvance politique, j'ai des droits, mais les autres en ont. J'ai des désirs, mais les autres en ont. J'ai le droit de faire des demandes, mais l'autre a le droit de me dire non. J'ai le droit d'exprimer un compliment, mais l'autre peut l'accepter ou pas. J'ai le droit d'exprimer une critique, mais l'autre peut l'accepter ou pas. C'est-à-dire qu'en affirmation de soi, on raisonne toujours dans cet équilibre relationnel. Mon Dieu, si les politiques pouvaient m'entendre. Bon. Ensuite, la confiance en soi, c'est le sentiment de compétence. Est-ce que je me sens compétent pour agir ? Est-ce que Brigitte se sent compétente dans ses émissions de radio? Est-ce que moi, je me sens compétent face à un patient que je suis en train de voir en psychothérapie? Est-ce qu'un musicien se sent compétent à la fin de sa représentation? Est-ce qu'un employé de bureau trouve le soir qu'il est bien à sa place et qu'il fait du bon boulot? Ou alors est-ce qu'il est sans arrêt l'impression d'être un imposteur? Vous voyez, ce sentiment de compétence dans le boulot, dans le bricolage, dans notre vie de famille, comme père, comme éducateur, comme tout ce que vous voulez, comme mère, ça touche la confiance en soi. On est donc dans ce qu'on fait, effectivement. Et la base de la pyramide, c'est l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est une évaluation de notre valeur. C'est un jugement sur nous-mêmes. Est-ce que je me juge une personne valable ou est-ce que je me juge nulle? Après, pourquoi je fais cette pyramide? C'est très simple. Il faut bien que les auditeurs comprennent que la BD, c'est un livre de thérapie. C'est-à-dire qu'après la description de ces 3 grands problèmes, qui sont chacun représentés par des personnages, il y a un personnage qui va représenter le manque d'affirmation de soi, un monsieur. Il y a une dame qui va représenter le manque de confiance en soi, Eva dans la bande dessinée, et une autre, Céline, qui va représenter le manque d'estime de soi. Après cette première moitié de la BD, où je décris les personnages, je présente les 3 types de thérapie, je pense qu'on va en reparler plus tard, les 3 types de thérapie de la confiance en soi, que sont la thérapie par affirmation de soi, la thérapie de la confiance en soi et la thérapie de l'estime de soi. Et c'est important que chacun des auditeurs arrive à se situer dans un de ces 3 domaines. Parfois, certaines personnes ont plusieurs de ces domaines. C'est pour ça qu'au milieu, entre les 2 parties, je mets un test que les gens peuvent faire pour qu'ils arrivent à savoir d'abord leur niveau global de confiance en soi, mais aussi est-ce que c'est plutôt un manque d'affirmation de soi, plutôt un manque de confiance en soi, plutôt un manque d'estime de soi. Je l'expliquerai tout à l'heure parce que c'est pas les mêmes thérapies. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, il y en a qui sont plus accessibles que d'autres, il y en a qui demandent plus de professionnels que d'autres, etc. Donc c'est important qu'on distingue bien les choses, parce qu'il y a des problèmes de confiance en soi qui sont faciles à prendre en charge, en peu de temps, avec quelques consultations, et il y a des problèmes d'estime de soi qui peuvent demander, mais avec des vrais professionnels, une thérapie extrêmement longue et approfondie. Eh bien, on va faire du cas par cas grâce à vous qui allez nous appeler au 0826 300 300. N'hésitez pas, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Si vous ne savez pas trop la différence, peut-être que déjà Frédéric Fanger vous a éclairé, mais il peut également répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est Caroline qui est avec nous dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est avec notre psychiatre Frédéric Fanger que nous vous aidons à prendre confiance en vous. N'hésitez pas si vous avez envie de réagir. Et je vous conseille vraiment cette bande dessinée La confiance en soi aux éditions Les Arènes qui vous amusera et qui vous permettra aussi de dépasser certainement certaines craintes. Bonjour Carline. Bonjour Brigitte, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour madame. Sujet super intéressant aujourd'hui de la confiance en soi. Oui. On va dire, c'est une question qui est l'estime de soi et la confiance en soi qui est assez difficile, je crois, à jauger, puisque par le quotidien, on a des moments où on sent peut-être un peu plus d'estime, un peu plus de confiance, et je crois que le climat aujourd'hui fait qu'il y a certaines tensions qui nous aident pas non plus à... Je parlais au niveau économique, me concernant, qui nous aide pas forcément aussi à remonter la pente. Moi, j'ai fait un grand saut il y a des années pour acheter une petite épicerie de village. Oui. Parce que je sentais que je m'épanouissais pas et que je perdais justement cette confiance en moi dans mon travail. Donc, j'ai sauté le pas et j'ai racheté cette épicerie. Aujourd'hui, je suis vraiment face à moi-même, donc je suis complètement en dehors de ma zone de confort financière, et donc j'apprends un nouveau métier, et je me rapproche de moi-même, je pense, tous les jours, et je me découvre une créativité que je ne connaissais pas, et je commence à aimer ce que je fais, et je sens que ça nourrit forcément une certaine confiance en moi qui est fragile. Mais du coup qui me fait pas perdre espoir, parce que je me dis que cette confiance on peut la cultiver avec son environnement, avec les choses du quotidien, avec la créativité, et que ce n'est pas peine perdue d'essayer de la reconquérir ou de la conquérir. Oui, mais Carline, déjà le fait d'avoir osé cette démarche qui était pas tellement, j'imagine, dans votre quotidien, c'était déjà la preuve que vous aviez quand même une certaine confiance en vous, parce qu'il fallait oser acheter cette petite épicerie, surtout que j'imagine qu'on vous a pas forcément encouragé autour de vous. Non, on m'a dit qu'est-ce que tu fais, tu fais une grosse erreur, parce que bien évidemment on parle d'un confort financier, et j'ai une famille bien évidemment. J'ai une partie qui m'a énormément encouragée, une autre partie qui m'a dit arrête, c'est pas viable, voilà. Et moi, il y a cette petite voix, et c'est cette petite voix dont j'ai envie de parler au fond de moi, et les sensations de mon corps qui m'ont dit mais il faut le faire, il faut y aller, et il faut faire ce projet. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'y crois. Il y a cette petite femme voilà, qui est là et qui me rend... Voilà, j'ai des moments vraiment de bonheur, des remerciements, peut-être que je ne savais pas les accepter avant, ou les entendre, mais quand on me dit c'était beau, c'était bon, aux imités du cœur, je cherche pas plus en fait. C'est juste, ça me fait du bien et je l'accepte. Alors justement, j'en profite. Là, vous dites quand vous avez des gens qui vous font des compliments, donc là, on pourrait penser peut-être que ça renforce l'estime de Carline, non, Frédéric Fanger? Ah ben moi je veux remercier Karine. Enfin à la fois je l'adore et je la déteste. Je l'adore parce qu'en entrée d'émission, elle présente exactement ce qu'il faut faire pour cultiver sa confiance en soi, et je vais lui expliquer ce qu'elle vient de très bien dire. Pourquoi elle a très bien fait de faire ce qu'elle a fait. Je la déteste parce que j'ai plus rien à dire. Son témoignage est tellement une thérapie en elle-même que bon, je vais vous quitter, Brigitte. Franchement, écoutez, c'est génial. Non. Elle a osé agir. Alors effectivement, tout est là. Elle a osé agir. Agir. Tout est là. Comme vous l'avez dit, Brigitte, d'abord, elle a osé. C'est-à-dire qu'elle a décidé. Et ça, c'est ce qui se passe avant l'action. Parce que la thérapie de la confiance en soi, c'est une thérapie de l'action. Il faut faire des choses, comme acheter une épicerie. Mais avant de décider, il faut peser les avantages et les inconvénients. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Elle a dû le faire, j'en doute pas. Et elle a décidé.
Bon, là, on est dans la phase de réflexion mentale dans la petite voix. Ce qui l'a probablement aidé à décider, et là aussi, merci Caroline, c'est sa petite voix, parce qu'elle, elle a une petite voix positive. Moi, malheureusement, j'ai des patients, ils ont une petite voix négative. Tu vas pas y arriver, non, n'y va pas, tu vas échouer. Et alors, la psychologie, Caroline, scientifique, démontre qu'on regrette toujours plus de ne pas avoir essayé quelque chose plutôt que d'avoir essayé et échoué. Mieux vaut faire et échouer que ne pas faire. Voilà. Parce que si vous n'aviez pas décidé, Caroline, votre entourage, il aurait été tout content, chouette, on va pas prendre de risque financier et tout. Mais vous auriez pas été contente après. Vous seriez allé chez le psy en disant, j'ai pas osé le faire et c'est ça que je veux faire dans ma vie. Voilà. Tandis que vous avez osé le faire. Ensuite, vous l'avez fait. Et c'est pas fini. Donc, il y a avant l'action, on décide. Il y a l'action elle-même. Vous avez choisi une action quand même à votre portée. Et là aussi, j'aimerais bien aller voir votre lobe frontal antérieur parce que c'est là, à l'avant du cerveau, que se situe la confiance en soi. Parce que pour faire ce choix, vous avez peut-être, consciemment ou pas, j'en sais rien, mais vous avez évalué vos compétences et vos limites. La vraie confiance en soi, Brigitte, Caroline, c'est pas d'être sûr, c'est pas d'être un surhomme ou une surfemme, c'est de connaître mes compétences et mes limites. Et vous vous êtes dit, peut-être inconsciemment, mais votre cerveau se l'est dit, Caroline, tu as la compétence pour faire ça, c'est risqué, mais il faut que tu le fasses parce que c'est bon pour toi, c'est dans le sens que ce qui est important pour toi. Et après l'action, j'ai pas fini, Caroline, de vous féliciter. Après l'action, vous avez très bien dit. Vous avez dit, j'ai des moments de bonheur, je suis content. Je sais que j'ai des difficultés financières, mais je suis contente. Et vous êtes contente de qui? Vous êtes contente de vous. Et ça, c'est la meilleure façon de faire monter votre estime de soi. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être facile maintenant pour vous. Et vous aurez des moments de doute, les moments où vous manquerez d'argent, etc. Et puis même, j'allais dire, à la limite, vous la fermez, cette épicerie, parce qu'elle coule financièrement. Comme vous dites, ça ne dépend pas d'ailleurs de vous. Il y a un contexte, il y a un tas de choses. Bah, c'est pas grave. Vous aurez tenté votre coup. Et si en plus, alors elle réussit, cette épicerie, alors là, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais on n'agit pas pour réussir dans la vie. On agit pour essayer d'aller dans le sens de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Vous l'avez fait. Bravo, on peut couper l'antenne, Brigitte, elle a tout dit. Ah non, ce serait bien dommage. Non. On va avoir d'autres personnes qui... Je suis très émue du coup, parce que là je suis en pleine période de doute en plus. Et du coup, mon Dieu, ça vous fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Merci infiniment. Je continue avec beaucoup d'espoir et je vais aussi partir quelques jours chercher un peu de créativité, de m'inspirer pour le ramener dans mon petit village du sud que j'aime tellement. Et, vous êtes où? Parce que moi, j'habite un peu dans le sud. Moi, je suis à Érag. Ah oui. À Érag, dans le sud, à côté de Saint-Rémy. Saint-Rémy, oui. Ah, dans le 13 alors, vous êtes dans le 13? Oui, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, tout à fait. Oh là là, je vais aller vous voir, je vais demander vos coordonnées. Mais en plus, venez, il y a des fêtes tout le temps, il y a plein de joie, il y a plein de... C'est tellement beau. Merci beaucoup de votre témoignage, ça donne certainement beaucoup d'espoir aussi à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on fait une petite pause et vous restez avec nous, s'il vous plaît, Frédéric Fanget, parce qu'on a besoin de vous. Et c'est Émilie qu'on retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vous avez peut-être besoin de conseils pour avoir une meilleure confiance en vous, ou une meilleure estime. N'hésitez pas, Frédéric Fanget est avec nous et vous l'avez compris, il est tout à fait positif et ça fait du bien à entendre. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Alors vous aussi, hein, vous avez changé de cap? Alors oui, moi depuis toute petite, mes parents me sous-estimaient énormément. J'avais des réflexions du genre tu vaux rien, tu n'y arriveras jamais, c'est trop nul. Et puis alors que toute petite, je savais déjà lire et écrire à la maternelle. Après à l'école, je suis arrivée en CP alors que je devais sauter le CP, qui n'en avait pas déménagé. Puis là, on m'a laissé de côté. Puis je suis devenue une vraie cancre. Donc, ça n'a pas aidé. Voilà. Après, quand je suis arrivée en 6e, j'ai passé des tests pour savoir si je devais passer en 6e général, redoubler seulement ou en SECPA à l'époque.
Là, le conseiller d'orientation il a dit à mes parents, oui, je comprends pas, elle devrait être première de sa classe, voilà. Mais bon, comme mes parents me sous-estimaient tout le temps, je ne me pensais pas capable. Et en fait, quand on me donnait un objectif à atteindre, même si j'aimais pas les matières, ça m'est arrivé de me retrouver dans une école où j'aimais pas du tout ce que je faisais, et pour entrer dans la meilleure école de France, dans l'école que je voulais après, on me demandait d'avoir 16 de moyenne générale. J'arrivais à avoir 20 de moyenne en maths. Voilà, et puis j'avais des professeurs derrière moi qui me poussaient, qui me valorisaient, tout ça, donc c'était super. Ce qui est intéressant, excusez-moi, je vous coupe, Émilie, mais c'est pour faire réagir Frédéric. Ce qui est intéressant, que malgré des parents donc qui vous sous-estiment et qui vous cassent un peu, vous avez certainement eu à chaque fois des professeurs, des maîtresses ou qui ont vu votre potentiel et qui vous ont encouragé, et c'est ça qui certainement a fait que vous avez pu continuer à faire, enfin votre valeur n'a pas été trop abîmée, non, Frédéric Fanget? Oui, tout à fait. On sent tout de suite qu'Émilie a un potentiel dès sa première intervention, et puis ce qu'elle raconte, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, ce qui est génial, c'est que quand vous regardez, par exemple, les gens, je regardais ce week-end la biographie des gens qui gagnent Roland-Garros, par exemple. Vous vous rendez compte que parfois ils sont issus de milieux plutôt défavorisés, plutôt peu entretenus, mais que leur compétence va faire qu'ils vont arriver à haut niveau. Et souvent, c'est des gens qui peuvent manquer de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas eu un aliment de base, un aliment affectif de base. Donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que Émilie se rende compte, elle, de son potentiel par elle-même. Maintenant, elle est adulte. Émilie, je ne sais pas quel âge vous avez. 46. 48. Est-ce que vous avez confiance en vous maintenant, Émilie, un peu plus? Du coup, je me suis éloignée de tous les gens qui me dévalorisaient. Je me suis entourée que de gens qui ont conscience de ma valeur. J'ai quand même fait une thérapie également qui m'a énormément aidée parce que j'étais vraiment au fond du trou, on va dire vraiment au bord du suicide, et j'ai vraiment trouvé le courage d'aller faire cette thérapie en temps et en heure parce que je pense que je serais pas là aujourd'hui sinon. Et franchement, je suis tombée sur un thérapeute. Je suis restée sur le cul, excusez-moi l'expression, mais en 3/4 d'heure de première visite, il savait qui j'étais. Et là, je suis restée bouche bée. J'ai dit, mais comment il peut me connaître, cet homme-là, alors qu'on ne s'est jamais vu? Non, mais ça c'est son boulot. Mais tout ça, non, écoutez, Émilie, ça c'est son boulot. Ça, c'était pas le cas. non, mais c'est son boulot. Rapportez à vous-même tous ces résultats positifs. C'est très bien d'avoir décidé de vous être séparé des gens qui vous dévalorisaient, de vous entourer des gens qui vous valorisent. Mais s'ils vous valorisent, c'est pas qu'ils vous valorisent, c'est qu'ils ont perçu vos compétences et c'est pour ça qu'ils ont envie d'être autour de vous et amis avec vous. Et si votre thérapeute, il vous fait avancer, il n'y a qu'une raison pour laquelle vous avancez en thérapie, c'est pas uniquement grâce au thérapeute, c'est parce que vous avez le potentiel pour avancer. Donc, si vous voulez terminer votre travail sur l'estime de soi, vous avez une chose très simple à faire, c'est de rapporter tout ce que vous rapportez à cet environnement positif à vous-même. Parce que c'est grâce à moi qu'on a fait tout ça. Oui, tout à fait, j'en ai conscience maintenant parce que j'ai fait le ménage autour de moi. Mais ce qui m'a été très très utile, c'est que quand même ce thérapeute a posé le doigt sur quelque chose, c'est savoir qui je suis vraiment. Parce que je ne me sentais pas comme tout le monde. Je me sentais très différente de tout le monde. Je comprenais pas pourquoi on m'attribuait telle et telle chose alors que c'était pas du tout le cas. Je ne suis pas comme tout le monde. Et il a décelé chez moi des troubles autistiques d'Asperger. Et là, il a ouvert tout le monde. Ça y est, j'ai compris pourquoi je suis pas comme tout le monde. Ça y est, maintenant je sais qui je suis et je veux rester qui je suis. Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Je veux rester qui je suis et le fait que rester qui je suis déjà m'a beaucoup aidé aussi. Et est-ce que, Émilie, vous avez compris que c'est certainement à cause de ce trouble qui souvent d'ailleurs est preuve d'une grande intelligence, mais c'est à cause de ce trouble sans doute que vos parents vous ne comprenez pas et vous décriez et vous peut-être même vous humiliez? Alors franchement, en plus quand je l'ai su, je leur ai dit. Ils m'ont dit, c'est pas possible, de toute façon, tu peux pas être ce genre de personne.
Non, bien sûr, mais c'était... Asperger, ça fait ci, ça fait ça, toi, t'en es pas capable. Voilà. Non, mais... Ils ont continué à me diminuer, quoi. J'entends bien, mais c'était pas ça ma question. Est-ce que ça donne du sens au fait que vos parents vous aient justement rejeté parce que vous étiez trop différente d'eux? Pas spécialement. Je pense que eux aussi ont eu un vécu pas très valorisant de leur côté. Et je pense qu'ils ont fait que recopier la façon dont ils ont été éduqués. Je pense. Après, voilà. D'accord. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un autisme d'Asperger, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un de vos parents qui en serait atteint? Mon père, peut-être, oui. Voilà. Donc, et mon père a été très maltraité par sa famille, effectivement. Voilà. C'est celui qui a eu le plus de maltraitance. Voilà. Alors, pour les auditeurs, quand même, faut expliquer parce que l'autisme a une telle image de marque. Bon, quand j'ai commencé mon internat, les autistes, ils parlaient pas, ils étaient enfermés dans les hôpitaux psychiatriques. Faut savoir que maintenant, ce qu'on appelle les TSA, les troubles du spectre autistique, c'est un grand spectre autour duquel on va pouvoir classer des maladies très très graves comme les anciens troubles autistiques avant, et puis des maladies beaucoup moins graves, dont celui dont on est en train de parler, qui est le trouble du spectre autistique avec Asperger, syndrome d'Asperger. Ce que je veux dire simplement, d'ailleurs on en parlait, je l'ai cité au tout début de l'émission, c'est qu'effectivement c'est un fonctionnement atypique qui n'est pas comme celui des autres enfants de la cour d'école, qui n'est pas comme celui d'autres enfants d'une même famille, qui n'est pas comme celui de nos pères. Donc, tant que la personne ne sait pas ce que c'est, elle se comprend pas, et l'entourage non plus. Alors, le service que vous a rendu votre psy, c'est de mettre ce mot sur ce fonctionnement, ce qui vous a permis de vous rendre compte par vos lectures, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, que donc vous n'êtes pas toute seule et que vous n'êtes pas anormal. C'est un fonctionnement qui est différent d'autres, mais ça n'est pas être anormal ni même malade. Donc, effectivement, je pense que maintenant que vous savez ça, ça vous a rendu le grand service. La question, c'est d'arriver à continuer, comme vous avez commencé à bien le faire, à travailler votre estime de soi, en vous connaissant mieux. C'est ce que vous dites. Maintenant, je sais qui je suis. Bon, je vais pouvoir me situer parmi les autres. Après, vous savez, moi, j'ai souvent, il faut bien vous rendre compte, moi, vous savez, ça fait 40 ans que je fais de la psychiatrie. À l'époque, on n'en parlait même pas du syndrome d'Asperger. Personne ne savait ce que c'était. Et puis, n'oubliez pas qu'en 1960, le bébé n'était pas une personne. Le bébé est une personne, c'est un livre des années 60. Jusqu'à cette époque, un bébé, ça emmerdait tout le monde, il fallait le nourrir, c'était affreux. Donc la psychologie, c'est très récent. L'intérêt pour les personnes, c'est très récent. L'intérêt pour les gens différents, c'est très récent, parce qu'on a beau dire du mal de nos sociétés, mais quand même, nos sociétés sont devenues très tolérantes à la différence. Et ce syndrome d'Asperger, vous avez maintenant un nombre incroyable de psychologues et de psychiatres qui se sont spécialisés là-dedans, qui sont capables de les évaluer, de les prendre en charge. Il y a 15 ans, c'était pas vrai. Ils étaient sur le bord de la route. Donc je crois que c'est important, votre témoignage, parce que, alors j'en parle dans plusieurs de mes livres de ce problème d'Asperger, des problèmes relationnels. Dans un autre livre, on fait une émission là-dessus aussi, Brigitte, qui est sur la manipulation. Parce que j'attire l'attention des personnes qui souffrent d'un trouble autistique sur le fait que parce qu'elles décodent mal les intentions des autres, souvent, au départ, elles peuvent être manipulables, plus que d'autres. Donc c'est un truc, dans la thérapie de la confiance en soi, lorsque la personne présente un syndrome d'Asperger, on va beaucoup l'aider à travailler sur dépister quelle est l'intention de l'autre, est-ce qu'il me veut du bien, est-ce qu'il me veut du mal, est-ce que je dois me comporter de la même façon avec une personne de mon intimité ou avec un passant dans la rue. Je cite un exemple d'un de mes patients qui avait ce syndrome d'Asperger, qui a prêté 500 € à un passant dans la rue, qui lui a fait croire que sa porte était cassée, qu'il fallait qu'il appelle un serrurier, alors qu'il ne le connaissait pas. Bon, il n'a jamais revu les 500 €, si vous voulez. Ça, on peut l'imaginer. Bon, merci en tout cas, Émilie, de ce joli témoignage. Merci à vous. On continue avec Thierry qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte. Bonjour docteur. Frédéric, qui est avec nous. Frédéric, pardon. Oui. Je vous en prie. Thierry, première question, quelle note vous donneriez à votre confiance en vous en amour? Une note sur combien? Sur 10. En amour? Oui, en amour. 5. 5 sur 10? Ah, c'est pas beaucoup ça. Il va falloir aller voir Frédéric Fanger ou lire sa bande dessinée, La confiance en soi. Deuxième question, Thierry, est-ce que vous avez une position sexuelle préférée? La levrette, ouais.
Ah bah ça voilà, on a encore affaire à un homme, la levrette. Bon, et troisième question, est-ce que cet été ça vous tenterait de faire un peu de naturisme? Non. Non. Bon, ça c'est clair au moins. Eh bien, vous pouvez poser une question, Frédéric Fanger vous écoute, allez-y Thierry. Justement, je me demandais pourquoi en amour, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas soit à trouver la bonne personne, soit à pas garder les relations dans le temps, quoi. Vaste question. En tout cas, vous ne manquez pas d'affirmation de soi parce que vous avez répondu très directement aux 3 questions et vous avez dit un beau nom sur le naturisme. J'apprécie parce que c'est bien de répondre franchement comme ça et de ne pas chercher des tas de phrases pour dire ce qu'on pense. Parce que j'ai déjà essayé, en fait, et c'est pas cool du tout, quoi. Voilà. Oui, mais justement, vous avez répondu non sans vous justifier, c'est très bien, vous n'avez pas à vous justifier, voilà. Et donc, la confiance en soi en amour, est-ce que vous, parce que oui, là, on va en parler 3 heures, hein, est-ce que vous avez une hypothèse sur pourquoi vous avez des difficultés dans la relation amoureuse? Quelle est votre hypothèse à vous? J'en ai plein. Vous savez, c'est pareil, j'ai vu des psychologues, j'ai acheté des bouquins sur vivre avec ses blessures et tutti quanti. Mais non, j'ai l'impression que j'attire des gens qui sont pas bons pour vous. Qui sont pas bons, comme s'il fallait que je me soigne en fait par eux. S'il fallait que je me fasse du mal avec eux pour encore apprendre des choses sur moi. Et ça me fatigue complètement. Mais vous le diriez comment, vous le formulez? Ça, c'est un discours de psy, ce que vous me racontez là. Mais vous, comment vous le formulez? C'est quoi vos difficultés dans les relations? À votre avis, vous choisissez? Pourquoi ne conviennent pas ces relations que vous choisissez, vous? Mais c'est des gens, je sais pas, qui sont dominants, qui on peut pas discuter. Ils ont pas de sentiments, ils ne montrent pas. Pour moi, c'est compliqué. Vous avez des personnes dominantes? Oui, pour moi, parce que ça, c'est ça ou c'est rien d'autre, quoi. Faut toujours être là, dire oui. Et ça vous convient pas comme position de dire oui? Non, pas du tout. Non, moi, je suis prêt. On peut discuter de tout. Moi, ça me va, mais j'arrive pas à trouver la bonne personne, c'est tout. Oui, mais vous avez l'impression que c'est parce que vous tombez amoureux de femmes qui, a priori, sont compliquées, vont pas bien, ou est-ce que c'est parce que... Oui, c'est-à-dire que je vais trop vite aussi, moi. Vous allez trop vite, c'est-à-dire vous tombez très amoureux, vous dites trop vite que vous aimez, que vous voulez vous engager, c'est ça, et ça fait peur? Oui, j'ai trop vite des sentiments, et... D'accord. Non, et en face, justement, vous avez la personne qui vous dit... Et stop. Oui. Mais peut-être que vous êtes en demande d'amour et un peu trop dans la dépendance amoureuse, non? Peut-être, je sais pas. Il faut peut-être apprendre à vous aimer un peu plus et à être un peu plus tranquille et sûr de vous. Et ça tombe justement sur la confiance en soi et l'estime de soi, oui. Elle dure combien de temps, vos relations, Thierry, à peu près, en moyenne? Ça varie, ça peut être de 15 jours à 6 mois. Ouais, oui, alors voilà, donc moins de 6 mois. Alors, c'est pas anodin ma question, parce que ce que Brigitte disait en parlant de dépendance amoureuse, nous on parle parfois aussi de carence affective, c'est la même chose, c'est que dans la rencontre amoureuse, il y a le premier cerveau lors de la rencontre, c'est plutôt le cerveau émotionnel et passionnel. Et en fait, il faut se rendre compte que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ce quelqu'un fait écho en nous à notre fonctionnement psychique, à nos besoins archaïques. C'est-à-dire que si, par exemple, alors je parle pas de vous, Thierry, dans ce que je dis, je généralise pour l'ensemble des auditeurs. Si, par exemple, on est en carence affective, c'est-à-dire en manque affectif, particulièrement plus que d'autres, parce qu'on n'a pas reçu assez d'affection dans notre enfant, dans notre vie, enfin, peu importe les raisons, on aura tendance à chercher dans la relation amoureuse un retour affectif peut-être plus important que ce qu'une relation amoureuse peut nous donner. Parce que dans la relation amoureuse, elle n'est pas là pour combler notre manque affectif. Elle est là pour un échange affectif. Donc, le problème, moi, ça me rappelle beaucoup de gens que j'ai vus en consultation, ce que vous dites, je me souviens d'un monsieur qui était comme ça, qui avait une grosse carence affective et qui avait choisi une femme très froide. Alors évidemment, ça lui renforçait sa carence affective, mais au moins il tombait pas dans ses schémas. Et après, il avait pris une maîtresse très chaude. Et on n'avait toujours pas avancé parce qu'il était dépendant de sa maîtresse très chaude.
Donc, je lui ai dit peut-être qu'il va falloir apprendre à vous aimer vous-même, ce que vous disiez Brigitte tout à l'heure, Thierry, pour ne plus avoir besoin de l'autre. En termes clairs, et pour résumer, je pense, Thierry, qu'il faudrait que vous puissiez choisir vos relations amoureuses sans que ça soit un besoin. Et je pense qu'il faut raisonner sur le plus long terme. C'est-à-dire que pendant 15 jours à 6 mois, comme vous dites, là, il n'y a que le cerveau émotionnel, le cerveau raisonnable qui va faire que ça va pouvoir durer. On va commencer à avoir les premiers conflits. On va commencer à avoir les premiers problèmes à résoudre. Parce qu'au bout d'un moment, très vite, dans tous les couples, on se rend compte que l'autre, c'est pas nous. C'est pas la fusion, c'est pas vrai. Il a une personnalité, il a des besoins, il a une histoire. À ce moment-là, c'est là que la vraie relation amoureuse démarre, si on la veut durable. Et là, il y a l'autre cerveau, un cerveau beaucoup plus réfléchi, qui va rentrer en jeu. L'idéal étant, c'est pas Brigitte qui va me contredire, que la super relation amoureuse, c'est celle qui allie les deux cerveaux. Bien sûr. Évidemment. Bon, écoutez, méditez là-dessus, Thierry, et puis éventuellement, vous nous rappellerez et on reparlera de tout ça avec vous. Merci en tout cas. On fait une petite pause, on continue dans un instant. Frédéric Fanger avec Jacques qui nous a appelé et à qui on donne la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et si vous manquez de confiance en vous, en amour, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes avec Frédéric Fanger, auteur de cette bande dessinée aux éditions Les Arènes, La confiance en soi. Comment croire en vous ? Point d'interrogation. Une bande dessinée, je l'ai dit, très pédagogique, très très facile à lire et en même temps pleine de conseils tout à fait judicieux. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour Jacques. Alors Jacques, vous êtes un grand timide, parce que j'allais dire un ancien, mais en fait on reste toujours timide, simplement vous avez travaillé sur cette timidité. Alors, toujours timide, je ne pense plus, mais c'est vrai que... Non, maintenant je suis guéri à 80%, quoi. Voilà. J'ai toujours quelques petites appréhensions, c'est vrai, je dois reconnaître. Et c'est vrai qu'à l'âge de 12-14 ans, je disais bonjour aux gens, je transpirais, je rougissais, donc c'était assez désagréable. Et de ce fait-là, les relations avec les autres étaient très difficiles parce que je ne m'ouvrais pas, je me fermais, quoi, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pour guérir de cette timidité ? Alors, j'ai, au bout de 5-6 ans de première tranche de travail dans ma vie professionnelle, j'ai pris un travail dans le commercial. Oui. J'ai été en Alsace, en Bretagne, dans le sud, partout. Et je me suis rendu compte que les gens avaient confiance dans ce que je faisais, dans ce que je vendais. Donc tout de suite, j'ai eu une autre image de moi. Les gens croyaient en moi, quoi. Voilà. Et ça a été vraiment un bouleversement et un changement très très rapide en 6 mois. C'est intéressant, Frédéric Fanger, parce qu'on voit que Jacques, grâce au travail, a pu s'affirmer et donc a guéri un peu de sa timidité. Oui, oui. Et c'est là qu'on va introduire, merci Jacques, c'est là aussi extrêmement intéressant parce que vous nous permettez d'illustrer une théorie qui est de Skinner, qui a presque un siècle. Et il faut qu'on explique aux gens, parce qu'en France, les gens croient que la psychologie, ça se passe à l'intérieur de nous, il faut aller voir un psy qui va tout découvrir sur nous, et après ça ira. Oui, on a eu des cas tout à l'heure où c'était ça. Mais quand on parle de confiance en soi, et surtout d'affirmation de soi, parce qu'il parle beaucoup d'affirmation de soi, là, quand il avait 12-14 ans, donc d'affirmation de soi, donc c'était social, il faut bien comprendre que la psychologie d'un individu dépend du rapport à son environnement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de travailler en psychologie que sur l'individu. Il faut travailler sur l'individu dans son rapport avec ceux qui l'entourent. Jacques, il prend, et là encore, il faut du courage, parce que quand on est timide, prendre un métier commercial. Bon, vous savez, je vais vous dire, ce qui marque les gens que j'ai suivis dans mes thérapies, c'est le mot courage. On a eu tout à l'heure des exemples de quelqu'un qui ouvre une épicerie. Bon, maintenant, on a quelqu'un qui décide d'être commercial alors qu'il est timide, c'est très fort quand même. Parce qu'un tempérament timide, ça vous donne pas, a priori, une facilité de contact. Et c'est le retour des autres qui va complètement, en feedback, en rétroaction, modifier son psychisme et lui faire prendre confiance en lui.
il faut qu'on se rende compte que l'être humain est en interaction permanente avec son environnement. Tout à l'heure, on a une personne qui a dit « Moi, j'ai été mieux à partir du moment où je me suis éloigné des gens toxiques pour moi et je me suis entouré de gens qui me mettaient en confiance. » Ça, c'est un grand mot d'ordre. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a des gens toxiques et des gens pas toxiques pour terre, parce que je ne crois pas à ces discours caricaturaux. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, on va le formuler un peu de manière plus nuancée, il y a des gens qui nous font du bien et il y a des gens qui nous font du mal. Voilà. Et si on est capable, effectivement, de s'entourer de gens qui nous font du bien, en plus, je ne sais pas s'il l'a fait, Jacques, il va peut-être me répondre, mais de savoir pourquoi j'ai ce retour positif. Vous avez dit, c'est parce que je voyais qu'il faisait confiance dans les produits que je leur vendais, etc. C'est-à-dire, si on sait précisément pourquoi l'autre nous apprécie, autrement dit, quand on vous fait un retour positif, un compliment, il faut bien demander sur quoi on le fait. Pas, t'es un mec bien, Jacques, mais là, on a apprécié ton boulot parce que t'as fait ci, t'as fait ça pour nous. À ce moment-là, le retour positif devient crédible et votre cerveau va l'ingurgiter et il va dire à votre estime de soi, tu vois bien, Jacques, que t'es un mec bien. C'est ça, Jacques? Oui, c'est ça, sachant que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Le courage et oser, ça s'est fait au bout d'1 an, 1 an et demi, puisque très jeune, j'étais beaucoup en contact avec la nature, avec les animaux, et je dois avouer que j'ai fait quelques rencontres intéressantes de personnes qui, en se promenant dans la nature, recherchaient des herbes culinaires, des herbes médicinales et autres, et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un équilibre que j'ai trouvé là. Et cet équilibre m'a permis d'avoir une culture générale un peu plus large, ce qui a fait que j'ai pu discuter avec d'autres personnes, et je me suis aperçu effectivement que le côté honnêteté, de certaines valeurs, droiture et autres, j'avais un retour qui était absolument intéressant, puisque c'était un effet miroir, en fait. On me renvoyait mon image, et mon image, elle s'améliorait. Donc, du coup, j'ai pris la décision de prendre un métier commercial avec beaucoup de routes, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais volontairement, de manière à réussir quelque chose. Et ça a été vraiment très bénéfique, parce que dans les relations de travail, c'est bien, mais dans mon adolescence, avec les relations avec les autres, et notamment les filles, c'était affreux. Je voyais une fille qui me plaisait, je commençais à rougir et à transpirer. Donc vous voyez un peu l'image que je pouvais donner. Oui, mais grâce en effet à votre entourage, c'est important. Merci Frédéric Fonger de rappeler qu'en effet notre entourage peut nous faire grandir ou au contraire nous casser. Merci Jacques de votre témoignage. On fait une petite pause, le temps des infos, et puis on continue évidemment à vous écouter sur Sud Radio 0826 300 300. Petite devinette, quelle est la différence entre une pin-up et un jouet intime? Frédéric Fonger, la réponse c'est après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du psychiatre Frédéric Fonger, comme toujours très positif et bravo pour cette bande dessinée La confiance en soi aux éditions Les Arènes. C'est votre deuxième bande dessinée, je crois, Frédéric Fonger. Oui, il y avait eu avant le Club des anxieux qui se soigne. Et voilà, qui était très drôle aussi et très efficace. Et là, vous êtes encore plus positif avec cette bande dessinée. Différents personnages qui ont donc tous soit un déficit de confiance en soi, d'estime de soi, et qu'on suit donc au fil de ces pages et on comprend comment se construit la confiance et l'estime de soi. Alors, la réponse à ma devinette avant de donner la parole à Eva qui nous a rejoint. Quelle est la différence entre une pin-up et un jouet intime? Alors, si j'ai bien compris la question, mais juste pour la bande dessinée, petit détail, on suit les gens, mais il y a les thérapies aussi des gens dans la absolument. bande dessinée. Oui, voilà. Exactement. Alors, si j'ai bien compris la question, pour moi déjà la pin-up, il y a une vision, on voit quelque chose, et la vision, par exemple chez l'homme masculin, c'est extrêmement important, parce que quand vous activez des aires visuelles, même avec une image érotique, je pense au calendrier des camionneurs ou qu'on voit parfois chez nos garagistes, là, ça va immédiatement entraîner un réflexe érecteur chez beaucoup d'entre eux. Je dis souvent, quand je veux plaisanter mes hommes en consultation, qu'en gros, un homme, ça se réduit à 2 neurones qui partent la vue et qui arrivent dans le pénis. Bon, ça, c'est quand je veux les taquiner pour leur expliquer qu'en amour, il faut penser un petit peu et mettre de l'émotion. Donc, mais quand même, une pin-up, il y a quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qu'on voit. Donc, il y a quand même un autre, même si c'est fictif, il y a quand même comme une relation. Le sex toys, d'abord, c'est pas toujours une vision, c'est plus une sensation. On touche notre peau, on touche notre vagin, et d'autre part, on n'est pas en relation avec. Enfin, c'est pas une personne, puisque même parfois, on va l'incorporer d'ailleurs.
il va rentrer à l'intérieur de nous. Ouais, bon, d'accord. En fait, la réponse, elle est assez simple. Hein. La différence entre une pin-up et un jouet intime, ça tient au verbe auxiliaire. Alors écoutez bien, une pin-up a du sex appeal, le jouet est un sex appeal. Voilà. D'accord. Et c'est tout, hein. Sinon c'est pas si différent que ça. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Alors on va revenir sur ce qui est facile pour vous, Frédéric Fanger, c'est justement la confiance en soi avec Eva. Bonjour Eva. Bonjour Eva et bonjour Brigitte et bonjour Frédéric. Bonjour Eva. Ça arrive. C'est rigolo parce que c'est le prénom d'un des personnages de la BD, Eva, justement. C'est vrai. Oui. Alors justement, j'étais en train de nous prendre note, livre sur la confiance en soi de Frédéric Fanger. Oui. C'est une bande dessinée aux éditions Les Arènes. Et en effet, il y a une jeune fille qui s'appelle Eva dans cette bande dessinée. Est-ce que vous allez vous reconnaître? On ne sait pas. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Et Frédéric Fanger vous dira si vous ressemblez à cette jeune femme qui est une héroïne dans sa bande dessinée. Très bien. Alors, en général, j'ai peu confiance en moi, mais il y a quand même 2 domaines où je suis très à l'aise. C'est le sexe et la danse. Alors pour le sexe, ça dépend aussi de mon partenaire. Hein. Il faut qu'il soit doux et à l'écoute, mais je suis surtout poussée par la gourmandise qui me donne envie d'essayer des choses et d'en parler avec la personne. Et ce qui m'a permis d'être à l'aise dans le sexe, en plus de la gourmandise, ce sont les clubs libertins où je suis allée assez souvent pendant une certaine période de ma vie. Et c'était drôle d'arriver dans les clubs et de voir les hommes qui arrivaient autour de moi comme des abeilles. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'étais belle en fait et que j'avais un joli corps. Oui. Mais quand même, on en revient au verbe oser. Hein, vous osez dans la sexualité, vous aventurer. Donc quelque part, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance en vous, en tout cas dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et pour la danse, au début, j'avais assez peu confiance en moi. Et en fait, c'est sur la durée que j'ai pris confiance. Il y a une période aussi où j'ai fait énormément de salsa. J'ai pris des cours, je suis allée à des soirées dansantes et j'ai fait des spectacles sur scène aussi. Et maintenant, je peux dire que je suis à l'aise dans mon corps et que j'ai un assez bon niveau en danse. Et par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait un spectacle de twerk, donc c'est bouger ses fesses. Et ça s'est très bien passé et ça a mis le feu au public. Et donc de voir le public enflammé, ça vous a redonné encore plus confiance en vous. Alors où est-ce qu'il y aurait un petit problème, une petite déficience de confiance? Alors il me semble que ça va quand même pas mal. Je dirais dans tout le reste, en fait, en général, je suis plutôt effacée et il y a juste ces 2 domaines où je suis très à l'aise, où j'ose lâcher les chiens, où j'ose lâcher la chienne. Et le reste, je suis plutôt du genre effacée. Donc le problème est plutôt en général. Sociétal. Ça vous gêne d'être effacée? Ça vous gêne d'être effacée dans les autres domaines? Ça dépend. Quand je suis en tant qu'observatrice, non, j'aime bien. Mais quand je fais le papier peint, je n'aime pas. Ouais. Donc, mais on a bien le droit d'avoir différentes facettes chez la même personne. D'être hyper à l'aise, un peu extraverti en danse, en sexe, et puis d'être plus discret dans d'autres domaines de notre vie. C'est vrai qu'il faut que j'arrête de me flageller. Est-ce que vous... Non, il faut simplement que vous admettiez les différentes parties de vous-même. Simplement, les êtres humains ne sont pas des êtres uniques qui ont entièrement confiance en eux ou pas entièrement confiance en eux. Alors c'est un point commun avec la personnage de bande dessinée. Alors elle va de la bande dessinée, elle n'a pas confiance en elle dans les relations amoureuses. Par contre, c'est une superwoman winneuse qui dirige une équipe de vente et là, elle n'a aucun problème, vous voyez. Donc vous mettez le doigt sur un truc qui est vraiment important, dont il faut qu'on parle aujourd'hui. C'est la différence entre les gens qui manquent de confiance en eux dans un domaine et les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes dans tout. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas votre cas. Il y a un autre personnage dans la bande dessinée, Céline, elle, qui est de la génération ancienne, elle manque de confiance en elle en tout. Ce qui est beaucoup plus embêtant. Mais j'insiste là encore parce que je trouve qu'il y a un peu des idées reçues sur la psychologie. On nous fait croire qu'il y a des gens qui sont bien, qu'il y a des gens qui sont mal, qu'il y a des gens qui vont bien, qu'il y a des gens qui vont mal, qu'il y a des gens qui sont névrotiques, et des gens qui ne le sont pas. Alors attendez, qu'on soit tous d'accord. On est tous un peu névrotiques, on va tous mal de temps en temps, on va tous bien de temps en temps, et on a le droit d'avoir plusieurs personnalités. On a le droit d'être hyper à l'aise, d'aller bouger son cul en public parce que ça nous fait marrer, qu'on aime la danse et puis que ça nous
vous en rigoliez tout à l'heure pendant votre témoignage, vous aviez l'air heureuse comme tout de nous raconter ça, bah, vous avez bien le droit. Comme vous avez dit, je suis une gourmande, et ben restez gourmande. Et après, si, je sais pas, moi dans le boulot, dans d'autres domaines, vous avez envie d'être effacé. Moi, des fois, dans des réunions familiales, les gens, s'ils savent pas que je suis un expert de la confiance en soi, des fois, je dis rien pendant 3 heures. Hein. Mais si je suis bien comme ça, à démontrer partout, dans tous les domaines de ma vie, que je suis un expert de la confiance en soi. Des fois, je manque de confiance aussi. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il ne faut pas être normatif en psychologie. Voilà, vous êtes comme vous êtes. Vous avez l'air d'aller quand même pas mal, après ce qu'on entend. Exactement. Eh ben, assumez-vous tel que vous êtes. Et puis, si vous êtes un peu effacé de temps en temps, ben, c'est pas grave. D'accord, Eva ? Oui, très bien, oui. C'est très intéressant, ça me permet de voir que, oui, comme vous dites, tout le monde va bien de temps en temps, tout le monde va mal de temps en temps, et c'est normal, quoi. Vous êtes complètement normal. Alors, je vais ajouter encore un truc, si Brigitte me le permet. Mais bien sûr. Imaginons que vous soyez en hyper confiance en vous, comme vous l'êtes dans le sexe ou dans la danse, dans tous les domaines. Eh ben, je vais vous annoncer une nouvelle. Vous auriez personne autour de vous, et en particulier aucun homme, parce qu'ils auraient trop peur de vous. Les gens qui sont trop bons, qui ont trop confiance en eux dans tout, ils font peur aux autres. Et puis ils sont insupportables en plus. Alors il y a le personnage Oran dans la BD qui est comme ça, qui est insupportable parce qu'il a trop confiance en lui. En fait, quand on va le scruter sous l'angle psychologique, on va se rendre compte que c'est qu'une façade et qu'au fond, il n'a pas confiance en lui. Mais si vous voulez, moi je vais aller encore plus loin pour vous, Eva. C'est que vos points faibles, il faut même les montrer, il faut en parler, il faut les mettre en avant et ça va rassurer beaucoup les gens qui vous entourent. Parce que quand ils doivent vous voir sur une piste de danse à tortiller vos fesses si vous êtes belle, je peux vous dire qu'il y en a 2-3 qui doivent être complexés autour de vous dans vos amis. Alors si vous êtes capable de leur dire, bah tu sais, je suis pas toujours comme ça, des fois je suis une petite fille effacée, puis je m'écrase, alors j'ai envie de dire quelque chose, eh ben vous allez leur paraître beaucoup plus humaine. Voilà. Eh bien, c'était un message positif. Je vous avais dit qu'il est terriblement positif, Frédéric Fanger. Ça va mieux, Eva, hein ? Vous êtes confiante maintenant ? Oui, très bien, oui, ça me permet d'accepter effectivement le fait d'être en retrait parfois et il n'y a rien de mal en fait. Et comme vous dites, il y a des endroits où on se montre et il y a d'autres domaines où on est plus en retrait et en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Eva, merci de ce témoignage. Allez, on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici, des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Frédéric Fanger, dans votre bande dessinée La confiance en soi qui vient de sortir aux éditions Les Arènes, vous évoquez les différents facteurs essentiels pour avoir de la confiance en soi et vous parlez évidemment de l'éducation. Et il me semble, Anna, que justement vous étiez dans une famille où on ne vous a pas aidé à avoir une bonne confiance en vous. Bonjour Anna. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Non, pas du tout. J'ai pas eu du tout ça dans ma petite enfance. Ça a été très difficile, mais je suis même devenue le bouc émissaire de la famille. Tout simplement parce que tout à l'heure j'écoutais l'émission. Je suis pas comme Émilie, mais je suis HPE avec une grosse hypersensibilité et multipotentielle. Voilà, et donc ça dérangeait dans la famille, donc c'est très difficile dans ces conditions d'avoir confiance en soi. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, visiblement. Ah oui, beaucoup mieux, mais je vais vous dire, avant d'en arriver là, je suis passée par un divorce très difficile aussi, parce que j'ai eu un mari pervers narcissique, et en fait, c'est après mon divorce que j'ai voulu m'en sortir, m'épanouir, parce que j'ai toujours cru à la vie, même si j'ai eu des choses très très difficiles, et en fait, j'ai voulu répondre à mes envies. Entre autres, partir à la recherche de mes ancêtres, qui viennent de très très loin sur l'île de Malte. Donc je me suis fait plaisir pour mes 50 ans, je suis partie là-bas, je vais partir avec une personne qui n'a pas pu partir avec moi et je la remercie parce qu'en fait j'avais besoin de me retrouver seule avec moi-même. Donc je me suis retrouvée dans un coin en immersion totale, dans un monde vraiment complètement inconnu.
J'avais mon portable, mais qui ne me donnait uniquement l'heure, puisque ça captait pas, pas de traduction. Donc je me suis débrouillée et j'ai visité seule cette île avec mon sac à dos. Le matin, je me faisais un bon petit déjeuner et je partais toute la journée. Je prenais le bus à l'Impérial. J'ai visité des musées, j'ai vu des gens magnifiques, et puis des endroits superbes, quoi. Et en fait, tout ça a fait que je suis rentrée chez moi, mais j'étais gonflée à bloc. Joli témoignage aussi, hein, Frédéric Fanger. Ce voyage en solitaire qui tout d'un coup, sans doute vous permet, il me semble, enfin c'est comme ça que je l'interprète moi, Anna, de vous relier à votre monde intérieur, à vous-même. Il y a quelque chose comme ça qui vos racines les plus profondes, les vôtres, quoi, même pas celles de votre famille, vos racines. Tout à fait. Ah oui, parce que là je me suis coupée de ma famille et je continue de vivre comme ça. Et en fait, quand j'ai des petits coups de doute ou de blues, je repense à cette période en me disant j'ai été capable. Et donc ça me permet de me de me recentrer et de ne plus être dans mon moi toxique. Parce que vous imaginez bien que quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, on doute tout le temps de soi. Et même si on a des capacités, on ne les voit pas. Frédéric Fanger, je vous laisse réagir, bien sûr. La phrase importante, c'est « j'ai été capable ». Oui, c'est ça. J'ai été capable. Parce que là, on prend l'exemple du voyage à Malte, ou on pourrait prendre d'autres exemples. Bon, là encore, alors, juste pour les auditeurs, elle a dit HPE. HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel, à différencier de HPI, qui veut dire haut potentiel intellectuel. Donc, c'est pas le même cerveau, c'est pas la même chose. Donc, elle a associé ça, Anna, très justement, à une espèce d'hypersensibilité. Bon, en tout cas, elle était sensible à ses propres besoins. Et je pense que le problème, c'est que peut-être que quand on devient adulte, quelle que soit la famille qu'on ait eue, même les gens qui ont une bonne famille aimante, il faut qu'ils viennent sur les ressources internes et leurs besoins personnels et ce qui est important pour eux. Et là encore, je reviens sur cette idée que quand on devient adulte, il va falloir choisir notre vie, c'est-à-dire choisir nos actions, mais aussi choisir notre environnement. Et quand Anna, elle choisit de partir à Malte, elle choisit de faire quelque chose qu'elle a envie de faire et de faire ça seule, elle l'a bien précisé, dans un autre environnement. C'est-à-dire qu'elle change tout son environnement. Elle part sans amis, sans sa famille, sans personne, et elle se construit autre chose. Et elle va se trouver elle-même dans ses interactions, bon là c'est la généalogie, mais ça peut être autre chose, avec l'environnement. Donc il faut bien dire aux gens que c'est bien gentil d'aller voir les psys. D'abord les psys sont pleins, donc allez pas tous chez les psys. Déjà, première chose, c'est bien gentil d'aller voir les psys, mais moi je pense qu'avant d'aller voir les psys, il faut lire une bande dessinée et essayer de changer soi-même. Parce que vous êtes tous là, tous ceux qu'on a aujourd'hui, plein de ressources. Vous êtes plein de ressources. La seule chose, c'est que vous avez besoin qu'on vous mette un éclairage. Voilà. La personne, tout à l'heure, elle avait besoin qu'on lui dise qu'elle avait un syndrome d'Asperger. Une autre, elle a besoin qu'on lui dise simplement, il faut qu'on vous explique que tout le monde a des ressources. Les gens qui vont pas bien, c'est parce qu'ils les ont pas perçues et ne les ont pas appliquées. Et tous les témoignages, Brigitte, vous avez vu, tous les témoignages jusqu'à maintenant, c'est toutes des femmes et des hommes qui ont pris des décisions. Ils ont agi, ils ont osé. Et c'est après avoir pris ces décisions, regardez comme elle revient pleine de bonheur, notre Anna, après son voyage à Malte. Regardez la personne qui a acheté une épicerie, comme elle revient pleine de bonheur. Celle qui va sur ses pistes de danse, comme elle revient pleine de bonheur. C'est nous qui avons notre destin en main. Arrêtez d'aller chez les psys, c'est des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Prenez en charge vous-même. Je me faire engueuler par les collègues. Bon, si je peux me permettre... mais arrêtez pas, mais si vous avez besoin. Mais d'abord, avant d'y aller, comprenez, demandez à vos meilleurs amis qu'est-ce qu'il y a de bon en moi. Si vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de bon en nous, demandez aux gens aimants autour de vous. Prenez un environnement aimant, demandez-leur qu'est-ce que tu me vois comme qualité. Ça, c'est un exercice, tiens, au passage, un exercice d'estime de soi que j'appelle la technique du sondage. En plus, c'est de rigueur en ce moment avec l'actualité et le sondage. C'est que comprenez qu'il y a une différence entre l'estime de soi personnelle, c'est l'amour que je me porte à moi-même, et l'estime de soi sociale, c'est l'amour que les autres me portent. On en a parlé au début de l'émission, si vous étiez là avec les réseaux sociaux. Oui. Donc, le sondage, c'est quoi? Je vais dire aux gens, écoutez, vous doutez de vous, vous connaissez pas vos compétences, vous connaissez pas vos limites, c'est pour ça que vous avez un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier, et ça, je le dis à tous les auditeurs, vous allez noter à gauche vos principales qualités et vos réussites, et à droite vos principaux défauts et vos échecs. Vous notez ça au stylo noir. Ensuite,
vous prenez 2 ou 3 personnes bienveillantes de votre entourage. J'insiste sur le mot bienveillance et qui vous connaissent bien et depuis longtemps et qui seront authentiques avec vous. Simplement, vous allez leur demander de faire le même exercice sur vous, qu'elles prennent un papier avec à gauche ce qu'elles vous trouvent comme compétence, comme point fort, et à droite ce qu'elles vous trouvent comme point moins fort ou plus faible. Alors attention, une chose importante sur le plan de la méthode, il faut bien demander à la personne à qui vous demandez ça si ça la gêne pas, parce qu'il y a des gens que ça peut gêner, qu'on leur demande de dire ce qu'ils pensent de nous. Donc vous prenez que des gens qui vous disent non, ça me gêne pas. Et à la rigueur d'ailleurs, vous pouvez aussi leur proposer, si un jour ça leur intéresse, de leur rendre l'appareil, l'exercice dans l'autre sens. Donc, vous allez prendre 3 personnes. La première, vous allez lui dire, tu m'écris en rouge, la deuxième en bleu et la troisième en vert. Ensuite, il faut pas qu'ils se connaissent les 3, enfin, il faut pas qu'ils soient au courant de l'exercice les 3 entre eux, hein, d'accord? Ils font ça chacun indépendamment de l'autre. Vous réunissez vos 4 papiers. Vous avez votre opinion de vous-même qui est en noir, ce que moi je pense de moi. Vous avez l'opinion de votre amie Nelly qui est en rouge. Vous avez l'opinion de votre frère Jean qui est en bleu et vous avez l'opinion d'une cousine Brigitte qui est en vert. Vous réunissez tout ça. Vous regardez dans la case compétences, les compétences que les autres vous ont trouvées, les verts, rouges, bleus, et que vous n'avez pas vu en vous. Ça, c'est ce que vous ne savez pas voir de bon de vous-même. C'est essentiel d'écouter ça, surtout si les 3 autres ont mis des choses en commune. C'est-à-dire que vous allez commencer par voir, dans vos compétences et vos points positifs, qu'est-ce qui ressort sur les 3 autres papiers. Si les 3 disent quelque chose de vous et que vous l'avez pas vu, c'est que vous pouvez pas prendre confiance en vous tant que vous admettez pas que vous avez cette compétence. Donc il faut la voir et il faut l'agir, comme on a eu les témoignages aujourd'hui. Et ensuite, vous allez passer dans la colonne de droite, la vôtre, en noir, voir vos points faibles. Vous allez repérer ceux que les autres voient et vous allez surtout chercher des points noirs qu'aucun autre n'a vus. Parce que ces points faibles que vous trouvez et qu'aucun autre n'a vu alors qu'il vous connaît depuis 15 ans, c'est probablement ce qu'on appelle des distorsions cognitives, c'est-à-dire des erreurs d'analyse sur qui vous êtes qui vous font douter de vous parce que vous croyez avoir des défauts qu'en fait vous n'avez pas ou qu'en tout cas gênent pas l'autre. Eh bien, ça, voilà. C'est un exercice il faut prendre le temps de le faire. C'est pas facile, mais c'est très, très instructif. Oui, c'est très très simple à faire, même si ça prend un peu de temps puisqu'il faut trouver 3 bonnes âmes. Mais ça me paraît en effet un exercice très simple que tout le monde peut faire, très concret. Et je vous invite à le faire, comme je vous invite à lire la bande dessinée de Frédéric Fanget, La confiance en soi aux éditions Arène. On fait une petite pause. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup. Et on se retrouve pour le Love Conseil. Nos pensées ne sont pas la réalité. On en parle dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, nos pensées ne sont pas la réalité. Frédéric Fanget, vous pourrez bien sûr réagir à ce Love Conseil. On connaît cette formule, je pense, donc je suis. Non, parce que nos pensées ne sont pas toujours très objectives. Elles sont même souvent subjectives et peuvent nous entraîner assez loin de la réalité, et notamment en amour, puisque nos émotions sont également trompeuses. Par exemple, je prends un exemple très 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 basique. Votre voisin, vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas parce qu'il ne prend jamais le temps de vous dire bonjour, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il est toujours pressé et ça n'a donc rien à voir avec vous. De même, quand on est très anxieux, ça provoque des émotions assez négatives, mais il n'y a rien de très objectif dans tout ça. Je crois qu'il ne faut pas essayer de supprimer nos pensées parce que de toute façon on n'y arriverait pas, mais juste de les considérer pour ce qu'elles sont, juste des pensées, et c'est pas forcément la réalité. Je crois qu'il est plus intéressant d'apprendre à observer, à ressentir dans notre corps si on est bien, si on n'est pas bien, et puis surtout à analyser ou éventuellement à émettre plusieurs hypothèses sur une pensée avant de conclure que juste parce qu'on pense que c'est comme ça. Voilà, Frédéric Fanget, je vous laisse réagir bien sûr. Oui, alors c'est la base même de la thérapie cognitive de se rendre compte que ma pensée n'est pas la réalité. D'autant qu'on pense toujours de la même façon. Parce que dans une situation qui m'arrive maintenant à mon âge, quand je suis adulte, je vais avoir un réflexe de pensée qui est peut-être complètement en rapport avec mes schémas infantiles, j'en ai même pas conscience.
Et donc, c'est particulièrement important, effectivement, et c'est la base de la thérapie cognitive qu'on décrit un peu comme une gymnastique mentale, qui est effectivement d'apprendre à donner différentes interprétations possibles à une même situation, certaines étant négatives, l'autre l'étant moins. Par exemple, l'exemple que vous prenez du voisin qui vous parle pas, ben oui, peut-être qu'il m'aime pas, mais peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il a un problème de... Il est très timide. Peut-être qu'il est timide lui-même. Enfin, on peut envisager une douzaine d'hypothèses. Ou qu'il attend qu'on lui dise bonjour pour nous répondre et que du coup, il croit aussi qu'on ne l'aime pas. Exactement. Et ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est de bien comprendre qu'il y a un lien entre nos pensées et nos émotions. C'est la base d'ailleurs. Il y a 3 choses qui sont toujours en lien. C'est ce qu'on fait, ce qu'on ressent et ce qu'on se pense. Ouais. Voilà. Et donc, quand on ressent une émotion désagréable, l'émotion, c'est la sentinelle, c'est le système d'alarme. On va très bien sentir qu'on est anxieux, qu'on n'est pas bien, qu'on est triste, qu'on est confus dans une relation amoureuse, qu'on se demande ce qu'il en est. Ça, c'est la perception, c'est l'émotion. Alors, l'avantage, c'est que c'est une sentinelle, ça agit très vite. Ça va nous mettre en état d'alerte et de réflexion. Mais c'est tout ce que ça fait, l'émotion. Donc, après cette émotion, alors effectivement, on ne cherche pas toujours à la chasser, on peut cohabiter avec. En fait, ça dépend de son intensité. Si on est très intense, il vaut mieux la chasser quand même. Mais si elle n'est pas trop intense, on peut cohabiter avec, effectivement, l'accepter. Mais il faut surtout se poser 2 questions. À quoi est reliée cette émotion dans ce que je suis en train de vivre? Première question. Ça, en général, les gens y arrivent assez facilement. Ils se rendent compte que c'est parce qu'ils sont une fois de plus face à leur chef irascible, qui ne leur fait que des critiques, qui vont se sentir mal, ou à leurs parents irascibles. Mais aussi, et dans le même temps, sur le moment, se dire qu'est-ce que j'ai en tête en ce moment. Et effectivement, si là on tombe sur des pensées négatives, il va falloir les travailler et dire, mais attends, c'est peut-être pas la seule interprétation, mais comprendre que si on modifie la pensée négative, l'émotion va être calmée. Et que donc, pour enlever une émotion anxieuse ou dépressive, certes, il peut y avoir des médicaments quand le tableau est grave, etc., qui marchent sans que c'était la dépression, mais il y a surtout un travail mental à faire sur ces fameuses pensées trompeuses dont vous parlez, pour apprendre à faire cette gymnastique mentale et se rendre compte qu'avec d'autres pensées dans la même situation, avec le même malaise, le malaise va diminuer. Exactement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On ne dépend pas de l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien, parce que c'est comme mon exercice tout à l'heure, c'est travail sur les pensées, il y a plusieurs exemples dans la BD, on peut les faire soi-même, avec un petit carnet, un petit crayon, et on est autonome par rapport à la gestion de nos émotions anxieuses ou de stress. Et ça coûte moins cher on n'a pas besoin d'aller voir le psy. Ça coûte moins cher que le psy, puisque votre BD, elle coûte 20 €. Voilà, c'est dit. Nous avons Estelle, justement, qui a besoin de conseils, qui est maman de 5 enfants, je crois. Estelle, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Oui, tout à fait, je suis maman de 5 enfants. Donc, pardon ? Bravo. Ah, merci, j'avais pas compris. Oui, alors, par rapport au thème de l'émission, comment cultiver la confiance en soi, j'ai plusieurs points à aborder, donc j'essaie d'être assez synthétique. Moi, je suis dans une famille où on était 2. Donc j'ai bénéficié d'une certaine confiance en moi, estime de moi, affirmation de moi, comme vous l'avez cité au début. Contrairement à ma petite sœur qui a dû se battre pour récupérer tout ça, parce que c'était comme ça, parce qu'il y a plein de raisons. Ensuite, moi je suis devenue maman de 5 enfants et en fait aujourd'hui ce qui m'interpelle, aujourd'hui je ne suis plus avec leur papa. Et en fait, mes 3 aînés font plutôt part de confiance en eux. Comme par hasard, ça correspond à peu près au temps où on était encore ensemble. Et j'ai les 2 dernières qui me semblent avoir moins de confiance en elles. Alors, j'essaye de faire ce que je peux, c'est-à-dire d'une part toujours les complimenter, les valoriser. Jamais rien dire de négatif sur le papa, mais il y a plusieurs questions en fait dans ma requête. C'est finalement on a des enfants d'une même personne, les personnalités sont différentes, et comment peut-on faire pour les aider chacun alors qu'ils ont des tempéraments différents. Elles ont quel âge vos filles, pour avoir juste une idée? Alors, très simple. Mon aîné a 29 ans. Ensuite, j'en ai une qui a 27 ans. Mon fils a 24 ans. Parce que j'ai un garçon au milieu. Et ensuite, j'ai 2 filles de 22
et 17 ans. Alors, il y a plein de choses à dire. Hein. Faut pas trop ramener vite à l'hypothèse, c'est parce que j'ai plus été en couple, parce que d'abord, c'est une hypothèse culpabilisante. En plus, il y a des tas d'études qui montrent que les enfants vont mal quand les couples vont mal, qu'ils soient divorcés ou ensemble. Oui. Ça, alors, on a des beaux travaux qui ont été faits et qui montrent que il vaut mieux un couple divorcé qui s'entend bien pour des enfants qu'un couple divorcé ou marié ensemble qui s'entend mal. Oui, ça c'est important. Voilà. Oui. C'est la capacité à rester parent dans les divorces qui fait le bien-être des enfants. Oui. Moi, je dis toujours, vous avez le droit de divorcer de votre amoureux, vous n'avez pas le droit de divorcer du parent. Et vous avez très bien dit, vous avez la bonne réaction, vous avez dit, je dis jamais du mal du père. Eh ben, vous avez bien raison. C'est-à-dire que vous respectez le père. Donc, pour moi, c'est sûrement pas ça le problème. D'accord. Il y a quand même la palissade. Hein. Bon, je suis pas... Bon, moi, j'étais considéré comme féministe au début de ma carrière. Maintenant, je suis moins parce que le féminisme est arrivé, mais à l'époque, il n'y avait pas de féminisme. Mais je vais vous dire quand même une chose, c'est que pour des filles, c'est plus dur de prendre confiance en soi dans cette société. Encore maintenant. Et vos filles, elles ont 22 et 17 ans. Il y a déjà le fait qu'elles sont des filles. Et puis, il y a un autre fait, c'est qu'elles sont beaucoup moins âgées que les 3 autres. Elles ont 10 ans de moins. Oui. Qui vous disent que vos 2 dernières, dans 10 ans, elles n'auront pas confiance en elles. Vous savez, 17 et 22 ans, la jeune femme, elle est en train de pousser, elle est en train de devenir une femme, il faut qu'elle fasse ses preuves sur le plan amoureux, sur le plan de sa carrière, sur le plan de son éventuelle maternité. Elles ont une mère qui a eu 5 enfants, donc elles vont avoir de la peine à se dire je suis une aussi bonne mère que ma mère en termes de maternité. Donc, elles ont tous ces enjeux-là. Et tant qu'elles n'ont pas, comme on l'a dit tout le long des missions, des retours positifs, tant qu'elles n'ont pas des employeurs, et ça arrivera dans quelques années, qui vont leur dire, nous, t'es super, on adore ce que tu fais. Tant qu'elles n'ont pas des mecs qui vont dire, mais t'es la femme de ma vie, t'es merveilleuse. Tant qu'elles n'ont pas des amis, tant qu'elles n'ont pas tout ça, elles n'ont pas ce qu'on a bien expliqué aujourd'hui, le retour de l'environnement, de l'entourage sur leur estime de soi. Oui. Donc, soyez patientes. Moi, je veux bien qu'on se reparle dans 10 ans. J'aurai près de 80 ans, mais c'est pas grave, je serai encore là. Pour que vous me disiez ce qu'elles sont devenues. Moi aussi, j'aurais vieilli 10 ans et j'espère que je serai toujours là. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, très intéressant. Juste pour terminer, alors je vais parler de moi. Hein. Donc, le père des enfants, je suis plus avec lui depuis 14 ans maintenant. J'ai eu des aléas, des compagnons de 2-3 ans, enfin pas beaucoup finalement dans tout ça. Et aujourd'hui, au final, je suis un peu déçue parce que finalement, je me rends compte que j'ai plus tellement confiance. J'ai pas entendu la dernière phrase. J'ai plus tellement confiance dans les hommes, je suis très méfiante. Dans les hommes ? Oui. Pourquoi dans les hommes en général ? Les hommes en général, c'est-à-dire que j'ai eu toute une période post-divorce où finalement j'avais pas de soucis. Maintenant, je me suis posée avec un compagnon depuis 5 ans. On ne vit pas ensemble, mais bon, on a on est vraiment on est vraiment très très proches. Mais comment vous dire, c'est pas l'amour fou et je me vois pas prendre le risque de revivre quelque chose d'intense, de passionné, parce que j'ai trop peur d'avoir mal. C'est pas très grave de pas prendre le risque si vous êtes bien comme ça. Oui. Écoutez, oui. Oui, c'est parce que peut-être je suis comme une petite fille et que je suis encore à la recherche du prince charmant, je sais pas, ou c'est quelqu'un qui est tellement différent du père de mes enfants que peut-être je me pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Oui, vous dites que vous êtes bien. Oui. Vous dites que vous êtes bien avec. Oui. Voilà. Et rien ne vous empêche. Rien ne vous empêche de continuer à rêver un peu au prince charmant. C'est un fantasme là. Qu'on a presque toutes. Moi aussi, ça m'arrive encore de regarder à nouveau Angélique et Marquise des Ganges et puis de rêver au prince charmant. C'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. Vous savez très bien qu'il n'existe pas au fond de vous-même. C'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas de rêver. Si ça vous fait du bien.
Et puis peut-être que un jour vous rencontrerez quelqu'un qui aura un peu le costume du prince charmant. Vous vivrez quelques semaines de votre rêve, et puis vous serez à nouveau dans la réalité. Comme ça sera un prince charmant, il en va avoir une autre parce qu'il sera trop charmant. Là encore, vous pouvez prendre votre petite fiche. Excellent. Ben oui. Là encore, vous pouvez prendre votre petite fiche avec votre compagnon actuel. Donc à gauche, vous mettez ce qui me manque. Bon, bah c'est pas l'amour fou, c'est pas la grande passion, c'est pas le prince charmant, voilà. C'est pas un Apollon, il tombe pas toutes les femmes, bon d'accord. Et puis à droite, vous mettez ce que vous aimez dans la relation avec lui. Parce que dans toute relation amoureuse, il y a du plus et du moins. Hein. Faut savoir ce qu'on choisit à quelle période de notre vie. Moi, il me semble, vous avez eu 5 enfants, vous avez eu un couple qui a quand même duré, vous avez connu un type d'amour et un type d'homme. Là, vous me dites, c'est pas le même type d'homme. Bah, très bien. Vous connaissez autre chose, vous êtes à une autre période de votre vie, vous avez un autre âge, vous avez peut-être plus besoin, d'ailleurs, vous l'avez appelé compagnon, d'un compagnon que d'autre chose. Eh ben, un compagnon, c'est quelqu'un peut-être sur qui on peut compter. C'est peut-être pas l'amour fou, mais écoutez, de temps en temps, c'est comme le sexe, hein, je sais pas ce qu'en pense Brigitte, mais on arrive des fois à des âges, on se dit, bon, bah, les grandes heures du sexe, elles sont peut-être un peu derrière nous, hein. Donc, faut quand même... Mais ça nous empêche pas de temps en temps de rêver quand même encore qu'on va pouvoir rencontrer la grande aventure sexuelle d'une nuit. Et il faut accepter que la vie passe et que quand on vieillit, par exemple, on a plus besoin d'une notion que les Américains ont beaucoup développée dans le couple, qui est la notion d'assistance mutuelle, à tout point de vue. C'est-à-dire de se dire, je peux compter sur l'autre et il peut compter sur moi, quoi. Et puis, important à 20 ans, quoi. Et puis dans ce que vous avez dit, parce que quand on entend une femme qui dit je suis déçue par les hommes, en fait, je crois juste que vous êtes un peu déçu par l'image que vous aviez de l'amour, parce que vous aviez mis la barre très très haut, et puis c'est tout, hein. Oui, tout à fait. Non, mais tout ce que vous me dites est très cohérent et me parle beaucoup, donc je vous en remercie. Oui, mettre la barre un peu haut, oui, peut-être c'est une question d'âge ou de personnes qu'on rencontre. Je pense qu'effectivement, il faut après être dans la réalité. Oui, et être dans la réalité et en même temps ne jamais se dire que ce sera plus pour nous parce que le cœur il vibre jusqu'à notre mort et on entend parfois des personnes qui sont dans les EHPAD et qui tombent à nouveau follement amoureuses de quelqu'un de leur âge, 85 ans, 90 ans. Donc restez ouverte, mais en même temps profitez de ce compagnon qui semble-t-il vous va bien et puis voilà. J'ai une minute, Brigitte, je voudrais rajouter. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, bien sûr. La conception que je voudrais développer, j'ai jamais écrit ça, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Brigitte. La conception d'une dynamique de l'amour dans le même couple. C'est-à-dire, je pense que cette femme peut tomber réellement amoureuse de son compagnon dans quelques années. Je pense qu'on peut être dans un couple de compagnonnage, mais que chemin faisant, la vie faisant, on prend conscience de ce qui nous apporte, de ce qu'on s'apporte mutuellement, et je pense qu'on peut tomber amoureux dans le même couple après plusieurs années de vie commune. Oui, je pense qu'on peut développer en tout cas peut-être pas un amour fou au sens de la passion, mais un amour profond parce que justement tout d'un coup on réalise à quel point cette relation nous a permis de nous sentir en sécurité affective, de nous sentir bien. Oui, je suis d'accord et ce dont il faut peut-être surtout se méfier, je sais pas ce que vous en pensez, Frédéric Fanger, c'est de croire qu'on n'aime pas réellement la personne et puis de s'en rendre compte au moment où cette personne nous quitte, et ça c'est quand même parfois ce qui arrive aussi, et ça peut être douloureux. Merci Estelle, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, Frédéric Fanger, puis il va déjà être temps de conclure, mais je crois qu'on a aidé beaucoup nos auditeurs à être positifs et à avoir confiance en eux. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Frédéric Fanger est avec nous, psychiatre. Vous êtes auteur avec Catherine Meyer et Lynn Hachen de cette bande dessinée La confiance en soi aux éditions Les Arènes. On a évoqué beaucoup de choses avec les auditeurs. Dans cette bande dessinée, hein, vous avez différents personnages. Certains ont plus ou moins confiance en eux, ont plus ou moins une bonne estime d'eux-mêmes. Parfois même, il y en a un qui surjoue, si je puis dire. Et ça aussi, c'est pas signe finalement d'une très très bonne estime de soi quand on surjoue. Tout à fait. On n'a pas besoin. Il s'appelle Oran et il explique parce qu'il y a un autre personnage qui lui est plutôt discret, manque de confiance. Lui, il explique que lui, c'est pas du tout draguer les filles, que lui il fait ce qu'il veut. Enfin, et effectivement, cette arrogance mise en avant traduit souvent, je dirais même, une faille de l'estime de soi. Parfois beaucoup plus importante que les gens qui reconnaissent manquer d'estime de soi. Parce que ça veut dire qu'on est dans la contre-attaque, qu'on est dans le combat, c'est-à-dire qu'au fond de nous, on sait qu'on manque d'estime de soi, mais on va essayer de montrer qu'on est très sûr de soi et tout. Alors, il faut se rendre compte aussi quand même, à la décharge de ces gens-là, que la société moderne nous pousse à montrer une image de bonheur, de gens sûrs de nous, de gens... Quand on va dans les dîners, on n'arrive pas en disant moi je suis un loser, j'ai complètement foiré mes coupes, ma profession et tout. Non, les gens quand ils se rencontrent, ils montrent la plus belle partie d'eux-mêmes et tout. C'est pareil au niveau de notre psychisme. On n'a pas envie de voir nos points faibles. Si on manque d'estime de soi, ça veut dire qu'on se trouve nul. Moi les gens comme ça dont on parle, ils me disent je suis une merde. Ils se parlent comme ça d'eux-mêmes et ils n'ont pas envie de se parler comme ça d'eux-mêmes. Donc ils vont se dire je vais me démontrer à moi-même que je suis pas une merde et je vais le démontrer aux autres. Et donc, ils sont dans cette espèce de combat épuisant, d'ailleurs, souvent, à essayer de montrer toute leur valeur aux autres. Mais il faut pas s'y méprendre. C'est pas des gens qui veulent nécessairement nous rabaisser. Ça peut être des gens qui veulent surtout se remonter, eux, en termes d'estime de soi. Vous avez beaucoup évidemment, comme c'est une bande dessinée, de dessins. J'aime bien le cocktail, le bon cocktail de l'estime de soi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle dans votre livre. Tout à fait. C'est un verre avec trois saveurs, si je puis dire. Et vous dites un tiers d'estime de soi lié à nos performance, un tiers d'estime de soi lié à l'approbation des autres et un tiers d'estime de soi inconditionnelle. Donc ça, ce serait le cocktail parfait. C'est le cocktail parfait. Alors les tiers, ça peut être un peu plus, un peu moins de chaque tiers, mais c'est important de comprendre qu'on ne peut pas reposer que sur un de ces tiers. Si on prend l'estime de soi de performance, on en voit beaucoup chez des gens qui sont dans les exigences élevées, qui veulent toujours te réussir, qui ne tolèrent pas l'échec. Ils s'aiment que lorsqu'ils réussissent, ce qui fait que lorsqu'ils ont des ennuis dans la vie, ils s'écroulent. Et il y a une véritable addiction à la performance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se contenter d'un résultat partiel ou imparfait. C'est une vraie addiction. La deuxième tiers, c'est la même chose par rapport au besoin d'être aimé. Il y a des addictions au besoin d'être aimé, mais aimé au sens large, aimé ou admiré ou respecté, pas uniquement dans le domaine de l'amour, qui font que ces gens vont avoir des comportements. Ils vont chercher l'approbation des autres en permanence, quitte à perdre d'ailleurs leur personnalité. Et là aussi, il y a une addiction. Et quand les autres vont leur renvoyer quelque chose de négatif, leur faire une critique, ils vont s'écrouler. Leur estime de soi va s'écrouler. Donc, il est nécessaire d'avoir un peu d'estime de soi de performance, parce que sinon on n'avance pas. Il est nécessaire d'avoir un peu d'estime de soi liée à l'approbation des autres, sinon on vit comme un solitaire. Mais il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une estime de soi inconditionnelle, que les chanceux qui ont eu des parents très aimants, très affectueux, eux, ça leur est tombé du ciel, ils l'ont, cette estime de soi inconditionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette estime? Sinon, il va falloir se la construire nous-mêmes. C'est possible, hein. Je dis aux auditeurs, c'est possible. Si vous manquez d'estime de soi inconditionnelle, on peut l'améliorer, mais il faut de la thérapie, là, par contre. Ça peut pas se faire tout seul. Parce que c'est cette estime de soi inconditionnelle qui va faire que lorsque je viens de me faire lamentablement jeté de mon boulot en pleine réunion avec tout le monde qui m'a dit t'es trop nul, t'es complètement décalé, on veut plus de toi, et qu'en rentrant chez moi, j'ai pleuré en disant ça à ma conjointe qui m'a dit mais c'est vrai que t'es qu'un nul, d'ailleurs je me barre. Le lendemain matin, je me réveille en me disant j'ai encore une certaine valeur. Si j'arrive à penser ça, ça veut dire que j'ai une partie d'estime de soi inconditionnelle. Si je pense plus ça du tout, que je pense oui, je suis vraiment qu'une merde, ça veut dire que j'ai qu'une estime de soi liée à l'approbation et à la performance.
Exactement. Donc c'est important de bien comprendre qu'en fait on n'est pas uniquement, et c'est vrai qu'on a un peu tendance à entendre ça quand on parle des psys, l'estime de soi, avec soi, vis-à-vis de soi, etc. Non, on est relié aux autres, et c'est ce que vous nous avez montré tout au long de cette émission très positive, Frédéric Fanger. On est relié aux autres, et puis il faut oser faire un petit pas, oser, avoir le courage et mieux vaut faire quelque chose qui peut-être sera un échec que de ne pas oser le faire. Ça, c'est aussi une grande leçon que vous nous avez donnée aujourd'hui. C'est ça. Ah, vous avez bien écouté, Brigitte. Merci. Non seulement j'ai bien écouté, mais j'ai bien lu aussi votre bande dessinée, La confiance en soi, aux éditions Arène, pour préparer cette émission. La confiance en soi en amour, je voulais juste peut-être conclure là-dessus. Quand on est ado, c'est un peu normal de pas avoir une grande confiance en soi. Faut pas s'en inquiéter. Oui. Hein? En amour, oui. Attendez, on est débutants. Oui. À l'adolescence. On est débutants, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Bon, les ados, faut pas qu'ils restent tout seuls. Attendez, les ados timides, juste un truc, vite fait. Si vous êtes gênés, on a eu un témoignage tout à l'heure avec les filles et tout, ou les filles avec les garçons, parlez-en à vos copines, vos copains, faites-vous aider, qui vous coachent un peu, qu'ils aillent avec vous à une soirée, une invitation. Enfin, restez pas tout seul avec ce problème, en tout cas. Oui, ou se mettez-vous à deux pour aller draguer deux filles, ça sera plus. C'est parfois le travail d'équipe, ça marche bien aussi pour les ados. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Fanger. La confiance en soi, c'est aux éditions Arène. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne, et demain, nous serons avec Catherine Emlé-Périssol, qui est médecin et psychothérapeute. On va parler du désir. Le désir, elle va nous aider à mieux comprendre ce que c'est le désir. C'est pas si simple à comprendre. Hein. On verra demain et on vous aidera à désirer mieux. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.